Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Caroline Roux. En effet, vous vous posez cette question, aurons-nous encore de la lumière en hiver? Et surtout, vous voulez expliquer que l'écologie, ça peut être de droite. Bah oui, moi j'en ai marre, si vous voulez, et les Français aussi, parce qu'il faut absolument faire en sorte que l'écologie, on la débarrasse d'entre les mains d'une gauche radicale, d'une gauche par exemple qui ne fait plus d'écologie, mais qui veut interdire les sapins de Noël, qui veut interdire le Tour de France, qui veut dégenrer les cours de récréation. Le gauchisme, c'est en quelque sorte la maladie infantile de l'écologie. On fait plus d'écologie, on fait de l'idéologie, et je pense que la droite en a fait beaucoup d'ailleurs. Le premier ministère de l'Environnement, c'est Georges Pompidou, les parcs nationaux, l'Office national de la forêt. Vous êtes parti avec un brin de retard quand même, non? Sur ces Non, sujets-là, je dans crois votre que famille politique. je pense qu'on l'a oublié parce que il y a des valeurs, ces valeurs écologistes, c'est-à-dire la transmission, le sens de la limite. On ne peut pas tout faire. Ce sont profondément des valeurs de droite. Mais je crois qu'effectivement, c'est fait un peu voler ce thème-là. Et si à un moment donné, la gauche a une sorte de philosophie, comment dirais-je, sociale, etc., la droite avait une philosophie un peu de la nature, d'un rapport au vivant, à la nature, à la permanence, à la durée, à la transmission, comme je le disais. Et vous dénoncez effectivement dans votre livre l'écologisme, l'écolapsologue, l'éco-anxiété, et vous nous dites, en gros, soyons des écolos heureux. Je vais vous citer je la cite pas, je crois, dans mon livre. Elle Allez-y. est parue depuis. C'est une enquête internationale qui a été faite sur plusieurs milliers de jeunes dans 10 pays différents. Et ces jeunes de moins de 25 ans, près de 40%, 39% se disent que sans doute ils n'auront pas d'enfants à cause d'une forme d'anxiété climatique. Bien, je pense que si on dit aux Français qu'il y aura une apocalypse, si on est en train, si j'ose dire, de désigner les Français toujours comme des coupables parce qu'ils roulent au diesel, parce qu'ils se chauffent au fioul, on ne va pas leur donner une possibilité de rebondir. Et surtout si les Français ressentent que derrière l'idéologie, derrière l'écologie, il y a une idéologie de classe, une idéologie d'une gauche radicale, ils ne marcheront pas. Ils ne marcheront pas. Ils veulent bien, je pense, prendre en compte la nature, l'environnement. Mais ils ne C'est ce que dit veulent Anne pas. Hidalgo qui veut faire payer ceux qui polluent le plus, à savoir les plus riches. Mais bien sûr, il y a les bobos, par exemple, qui habitent dans les grandes métropoles. Je dis d'ailleurs dans mon livre qu'une des grandes erreurs de la France, qui s'est métropolisée de façon la plus rapide en Europe et de façon la plus brutale, je pense que c'est une erreur écologique parce que l'hypermétropolisation, c'est la déconnexion entre le lieu où on produit et le lieu où on consomme. Et je pense que c'est anti-écologique. Et voyez, ces bobos-là, souvent veulent faire... Vous vous souvenez de la phrase de Benjamin Griveaux, la France qui fume les clopes et puis qui roule au diesel. Mais ça, c'est une idéologie de Mais vous savez, classe. Bruno Retailleau, le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut faire changer les comportements. Alors, si on leur dit tout va bien, soyons heureux, continuez à prendre votre voiture diesel, à un moment donné, on ne change pas les comportements. Bien sûr, mais vous avez raison. Simplement, on doit le faire loyalement et pas au nom d'un agenda, d'une idéologie qui n'a rien à voir avec l'environnement. Regardez Sandrine Rousseau lorsqu'elle parlait, par exemple, d'hommes déconstruits. Oui. Elle fait dans le wokisme, elle fait pas du tout dans l'écologie. Donc ramenons les choses et le clocher, l'église au milieu du village. Alors, si j'ose l'église au dire. milieu du village, aurons-nous encore de la lumière en hiver? Pour avoir de la lumière, il faudra avoir du nucléaire. C'est en tout cas ce que dit le rapport de RTE qui propose 6 scénarios pour la production de l'électricité et atteindre la neutralité carbone qui nécessitera dans tous les cas un déploiement significatif, disent-ils, des énergies renouvelables dans tous les scénarios. Mais dans 5 des 6 scénarios présentés, il y a une grande part du nucléaire. Ça veut dire que toutes les craintes sur le nucléaire ont été balayées? On a l'impression que c'est plus un sujet. Non, simplement, si l'objectif premier, c'est le réchauffement climatique, la lutte contre ce réchauffement climatique, il faut décarboner. Et on a la chance en France d'avoir 70% de l'électricité qui est produite par du nucléaire. Mais il n'y a plus de réserve sur le nucléaire, on a l'impression que c'est plus présent dans le débat public. Mais tout simplement parce que là encore, il y a une idéologie qui a montré le nucléaire comme quelque chose, comme le grand Satan. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne. En Allemagne, en réalité, il y a eu un excellent rapport qui a été produit il y a quelques semaines là-dessus. Eh bien, l'Allemagne, en réalité, produit de tous les pays d'Europe le plus de gaz à émission de serre. Effet de serre. Il n'y a pas eu le grand Satan, il y a eu Fukushima. Il y a eu Fukushima, il faut y faire attention, bien sûr. Mais quand nos centrales sont certaines, et on a en France, avec une agence pour la sécurité nucléaire, une agence qui est très professionnelle. Mais il faut utiliser le nucléaire. D'ailleurs, entre nous, il n'y a pas que RTE. Ceux qui se réclament du GIEC ont mal lu les scénarios que le GIEC propose. Et dans les scénarios qu'on appelle médians, à chaque fois, il y a l'outil nucléaire qui décarbone notre énergie. Sur ce sujet-là, vous êtes raccord totalement avec Emmanuel Macron? Non. Ah bon?
Non, attendez, il y a 2 ans, 2 ans et demi, il nous indiquait, il déclarait qu'il allait fermer 12 réacteurs nucléaires pour 2035. Il a fermé Fessenheim. Mais sur ce sujet, comme sur tant d'autres, il aura dit tout et son contraire. Le problème, il aurait dû s'inspirer du général de Gaulle ou de Georges Pompidou. Sur ces questions-là, vous voyez, on ne peut pas changer de pied tous les jours. On ne peut pas changer de chemise. Il faut la durée, il faut la permanence. La durée et l'engagement. Il y a la COP26 dans quelques jours. Le président russe et le président chinois ne viendront pas. À quoi sert la COP26 ? En tout cas, c'est vrai que la question est posée. Ce sont des grandes mobilisations internationales. Il y aura, là encore, du bruit médiatique. Je pense que c'est quand même nécessaire. Je veux simplement dire que la Chine, c'est 28% d'émissions de gaz à effet de serre. La France, c'est seulement 1%. Vous voyez, donc ça ne nous exonère pas de nos efforts. Il faut en faire. Je propose d'ailleurs, notamment qu'on puisse basculer les subventions des énergies renouvelables qui sont matures, qui coûtent moins cher, pour équiper, par exemple, sur les ménages qui sont modestes, les pompes à chaleur. Vous proposez, mais vous n'êtes pas candidat, Bruno Retailleau. Oui, mais j'alimente ma famille politique et je suis très heureux de voir, et bien sûr, en idée, je suis très très heureux que les principaux candidats utilisent très très largement un certain nombre de mes propositions. Et on va revenir sur la campagne DLR, mais juste un mot quand même, vous êtes sénateur, on l'a dit tout à l'heure, Bruno Retailleau, le Sénat refuse la prolongation du pass sanitaire jusqu'à l'été. Vous pensez que ça ne se justifie pas alors qu'on voit des signes de reprise de l'épidémie ? Écoutez, j'ai voté le pass sanitaire. Donc, je ne suis pas un anti-pass. Simplement, il faut être loyal et loyaux avec les Français. Pourquoi ? Parce qu'on leur a dit que le pass sanitaire, c'était quelque chose de provisoire. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ? Jeudi et vendredi prochain, le texte vient dans le Sénat. Nous ne voulons pas aller en juillet 2022. Le gouvernement nous dit on va enjamber les présidentielles et on repassera devant le Parlement. Non. On donne au gouvernement un certain nombre de pouvoirs sur nos libertés. On veut le contrôle du Parlement. La deuxième chose, on veut que le pass, on puisse commencer à en sortir là où il y a un faible taux d'incidence, là où il y a un fort taux, par exemple, de vaccination. C'est d'ailleurs une des propositions du dernier avis du Conseil scientifique. Et vous refusez par ailleurs que les chefs d'établissement puissent avoir accès au statut vaccinal des collégiens, des lycéens ? Écoutez, les données de santé, ce sont des données confidentielles. Attention dans ces périodes d'état d'urgence, attention dans ces périodes-là où, évidemment, il y a le curseur entre la sécurité sanitaire et la liberté bouge. Attention de ne pas le faire trop bouger. Le Sénat doit être le gardien des libertés publiques, notamment pour les Français. Bruno Retailleau, qu'est-ce que vous pensez de ce début de campagne ? Violent. Violent, mais pas étonnant. Parce que ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la politique est violente, parce que la société est violente. Parce qu'on voit bien que le style aujourd'hui, y compris d'un certain nombre de candidats, est celui des réseaux sociaux. Vous pensez à Éric Zemmour ? Je ne pense pas qu'à Éric Zemmour, parce que c'est très collectif. Et, pardon, il y a aussi une part médiatique. La violence, elle n'est pas seulement politique, elle est aussi médiatique, mais il n'y a plus de retenue, vous voyez. Et ce qui est terrible, c'est que je pense que la France est fracturée. On a besoin d'apaisement. On a besoin d'un sursaut collectif qui nous tourne vers l'avenir et pas seulement vers des rancœurs. Et je pense que celui ou celle qui sera élu, j'espère qu'il portera aussi une exigence. Moi, je ne suis pas pour l'eau tiède. Je pense que ce robinet d'eau tiède, y compris pour ma famille politique, il faut l'interrompre. Les Français veulent de la sincérité. Qui n'incarne pas l'eau tiède ? Je réfléchis dans votre famille politique. Mais je pense parce que vous n'avez soutenu personne pour l'instant dans cette bataille. Ma victoire idéologique, si j'ose dire, c'est que les candidats sont sur une ligne qui est proche de la mienne, d'une droite très assumée. Tous parlent d'identité. Je pense que la question sociale, la question de l'identité, elles sont profondément liées, notamment chez les classes populaires, parce que quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas payer pour vos enfants des écoles privées qui vous écartent d'un certain nombre de populations. Vous ne pouvez pas non plus vous payer des appartements qui vous écartent d'un certain nombre de quartiers. Donc je pense que cette question identitaire, culturelle, est liée. Le mode de vie, les Français y sont très attachés, et aussi leur niveau de vie, la question du pouvoir d'achat, les deux sont liés. Et pourquoi vous soutenez personne pour l'instant dans votre famille politique ? J'ai pris la décision de ne pas aller à cette primaire, cette fausse primaire, puisque c'est un congrès. C'est pas pour y aller par procuration. Simplement, je travaille, je fais des propositions. L'honneur de la politique, voyez, ce sont des convictions et ce sont des idées. Pour moi, c'est le débat d'idées qui est important. C'est vrai que vous n'avez pas été forcément écouté, Bruno Retailleau. Vous vouliez une primaire le plus rapidement possible. Il y aura un congrès au mois de décembre. C'est vrai, absolument. Bon. C'est aussi pour ça que je ne suis pas allé, puisqu'on a un calendrier qui s'étale trop. Du coup, on a créé du vide. Et ce vide-là, d'ailleurs, ça profite notamment à Éric Zemmour. Et moi, j'aurais voulu une vraie primaire où tous les Français, en tout cas de droite, qui se reconnaissent dans nos convictions, auraient pu participer parce que ça donne un élan, une légitimité. Merci beaucoup, Bruno Retailleau, d'avoir été notre invité ce matin.